Rouget-Maillard, je suis médecin responsable de la PAS. J'ai eu la lourde responsabilité de reprendre la responsabilité de la PAS après que celle-ci ait été dirigée de main de maître par Aurore Armand. Donc ça a été une expérience difficile, d'autant plus que je suis arrivée dans l'équipe de la PAS début avril, c'est-à-dire juste avant le Covid. Et donc, en effet, j'ai une vision, en effet, sans doute pas très objective, puisque d'emblée, j'ai dû, en effet, prendre à la demande des ARS la responsabilité des équipes mobiles précarité qui ont été mises en place. Et donc, alors, je suis également professeur de médecine égale et droit de la santé. Donc, hier, sur la table ronde, c'était plutôt ma deuxième casquette qui m'a fait intervenir. Alors, je vais faire une présentation de l'expérience de l'équipe mobile précarité Covid, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, qui est certainement pas du tout objective, hein. Elle est très subjective, et ça a été le ressenti. Alors, je déforme pas les propos des personnes qui ont participé à l'équipe mobile précarité, donc moi-même, les médecins, les internes et les infirmières. Par contre, en effet, c'est une vision très subjective, et je serais tout à fait intéressée après de le partager, notamment avec les opérateurs sociaux qui ont été de l'autre côté de la barrière de notre intervention. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que lorsque le premier confinement a été décrété, alors nous avons très bien vu dans les services, enfin moins Angers, dans le service de la PAS, mais nos collègues rennais en ont parlé hier aussi, qu'il y a eu un arrêt assez brutal des consultations. Les patients ne venaient plus pour différentes raisons, les difficultés d'utiliser et de remplir les autorisations de circuler, la peur d'être contrôlé, la peur de la maladie aussi, et la peur de la contamination, parce qu'il faut savoir que cette population, elle n'était pas complètement en dehors de ce qui se passait, c'est-à-dire que c'est une population qui n'est pas coupée de l'information, qui a le téléphone, qui écoute les choses, et donc du coup qui l'écoute sans forcément la comprendre. Donc il y avait aussi une réelle peur de la contamination, notamment de la contamination dans les locaux de l'hôpital. Alors il y a une concertation qui s'est rapidement mise en place avec les travailleurs sociaux pour essayer de trouver des solutions alternatives, notamment est-ce qu'il était faisable de faire des consultations à distance, comme le faisaient nos collègues, dans cette activité de la PAS. Et puis là, je vais être assez pro-pouvoir public, parce que c'est vrai que nous, on s'est aperçu quand même que globalement, par rapport à justement cette activité et ces populations, notamment de migrants, de personnes à la rue, il y a eu quand même une réaction des pouvoirs publics assez précoce, puisque dès mi-mars, l'Académie de médecine alertait sur la nécessité de s'intéresser aux populations fragilisées, notamment les populations qui vivaient à la rue ou dans les conditions de promiscuité. Et c'est vrai que l'Académie nationale de médecine avait recommandé que les PAS, notamment les associations humanitaires, puissent avoir les moyens suffisants pour fonctionner et pour aider justement et aller prendre en charge ces populations. Et donc, le conseil scientifique, également dès le 24 mars, avait préconisé des recommandations, alors on en a parlé hier, de la prolongation des trêves hivernales, des possibilités d'ouvrir les logements et de permettre les mises à l'abri, et puis également d'accompagner toutes ces populations par rapport à cette épidémie. Alors, les ARS et les directions départementales de cohésion sociale ont été chargées de mettre en place des centres, donc qu'ils ont appelés des centres d'hébergement spécialisés, qui étaient donc des structures destinées à permettre des conditions d'isolement pour les personnes qui, de par leur situation de vie, soit une absence de logement, soit des vies en promiscuité, ne pouvaient pas justement s'isoler sur leur lieu de vie. Et donc les PAS ont été bien évidemment démarchés pour organiser la gestion de ces centres d'hébergement dits spécialisés, donc destinés à accueillir ces populations. Alors nous avons réfléchi de manière un petit peu plus large pour voir comment aborder ces populations. C'était déjà essayer de penser en termes de besoins, quels étaient leurs besoins, essayer de voir comment on pouvait aborder avec eux ces injonctions d'isolement, parce que c'est vrai qu'on était un peu dans des injonctions d'isolement qui n'étaient pas propres à cette population précaire, puisque l'injonction d'isolement, elle était évidemment pour toute population, mais c'est vrai que quand on peut s'isoler chez soi, dans une grande maison où on peut avoir une chambre adaptée, on n'a pas les mêmes contraintes de l'injonction. On était quand même dans des situations d'injonction de la population générale. Donc nous, on voulait voir comment aborder avec ces populations ces injonctions d'isolement, ces injonctions de dépistage, et puis réfléchir aussi à l'opportunité des transferts au centre d'hébergement spécialisé, avec toujours
quand même cette interrogation de ne pas stigmatiser ces populations et de ne pas essayer de faire peser sur elles plus de contraintes qu'il n'en existait dans la population générale. Alors, parallèlement, pendant qu'on était en train de réfléchir à ça, c'est vrai que très rapidement, certaines personnes ont été prises en charge, j'ai envie de dire, dans le droit commun, parce qu'elles avaient été dépistées positives ou parce qu'elles avaient été considérées comme cas contact, et donc elles se sont retrouvées dans ce système de dépistage, de prévention mis en place par la CPM, avec des personnes qui étaient contactées et qui parfois ont été orientées vers des hôtels parce que, vous le savez, il y avait quand même ce type d'hôtel d'hébergement était ouvert pour la population générale. Hein. Il y a eu des hôtels d'isolement offerts à la population générale qui n'avaient pas des moyens de pouvoir s'isoler à domicile. Et là, on s'est vraiment rendu compte qu'une prise en charge comme ça standard non adaptée aboutissait à des situations très compliquées. Le problème de la langue, déjà on l'a bien vu, l'information par téléphone de la CPM, elle était très difficile, avec des personnes qui ne comprenaient pas ce qu'on leur voulait, qui ne répondaient pas, qui ne comprenaient pas pourquoi on leur demandait leur contact, avec toujours cette arrière-pensée en disant de ne pas dénoncer les personnes, surtout que dans ces mesures d'isolement, il ne fallait surtout pas dire qu'on était sorti de son centre d'hébergement pour aller dans d'autres domiciles. Nous, on a eu le même vécu. Moi, j'ai eu des collègues de la CPM qui, justement, nous ont contactés en disant « Mais nous aussi, on est très mal avec ces situations. On est au téléphone avec des gens qui ne comprennent pas. » Le problème de l'isolement en structure d'hôtel, on a été confronté à une situation d'un jeune, je crois que c'était une structure à Doma, d'un jeune qui avait été orienté comme ça dans un hôtel de population générale, j'ai envie de dire, où ça a été la catastrophe, où du coup on s'est retrouvé avec le préfet qui nous a appelés en disant qu'il y avait un migrant qui mettait le bazar dans un hôtel, enfin, et on s'est rendu compte que ce pauvre jeune homme donc s'est retrouvé comme ça sans trop comprendre dans un hôtel où personne lui parlait, où du coup il est sorti, il s'est retrouvé à la porte parce que ça s'est fermé et il n'avait pas les clés, il a essayé de taper sur une porte à côté, il parlait pas français, tout le monde s'est barricadé, il est descendu en bas à la sécurité, du coup on a appelé la police, enfin ce pauvre jeune homme qui était tout simplement à la porte de sa chambre d'hôtel, qui n'avait pas très bien compris ce qu'il faisait là, s'est retrouvé en effet étiqueté de migrants faisant le bazar dans l'hôtel, alors que c'était pas du tout ça. Il y avait aussi le problème pour la commande de nourriture. Ces personnes qui étaient comme ça, à qui on proposait un isolement en hôtel, pouvaient téléphoner pour avoir des portages de nourriture à domicile. Mais on voit bien que cette population n'avait pas d'argent, pas de possibilité de faire ces portages. Et puis l'inquiétude de la maladie, qui n'était pas du tout prise en compte. Donc, très rapidement, on a décidé avec l'ARS, dès fin mars, qu'il faudrait mettre en place une équipe mobile qui irait au-devant de ces populations et qui permettrait justement de générer finalement toutes les problématiques Covid de cette population. Que ce soit depuis les dépistages, depuis les transferts au centre d'hébergement éventuels et depuis les prises en charge après de découvrir les sujets contacts. Alors, c'est vrai que cette équipe, elle a fait l'objet d'un financement spécifique. On en a parlé hier, il y a eu un petit peu un open bar. Alors, on a un petit peu bataillé pour avoir du financement, mais on l'a quand même obtenu beaucoup plus rapidement qu'on l'a habituellement. Et on a eu donc une équipe qui s'est mobilisée très tôt. Et donc, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un résultat positif, si vous voulez, d'une personne sans hébergement ou avec un hébergement précaire, parce qu'il était en collectivité ou parce qu'il habitait chez une connaissance ou parce qu'il était pris en charge à halte de nuit, c'était l'équipe mobile qui gérait en fait ces personnes. Alors on était alerté par qui? Soit par la CPM, soit par les travailleurs sociaux, soit par les structures, enfin on a fait en sorte pour qu'il n'y ait pas de système parallèle qui se mette en place. Alors, ça s'est un petit peu organisé comme ça, c'est-à-dire que lors d'un dépistage positif, déjà il y avait on prenait le temps d'expliquer à la personne ou aux personnes en présence d'un interprète. Je crois que ça y est, depuis 2 jours, on parle quand même suffisamment du fait que ça ne paraît pas possible de prendre en charge ces personnes dans le soin sans interprète. Donc, on allait au-devant des personnes, on essayait de leur expliquer déjà l'infection, d'essayer de leur expliquer qu'on peut avoir porté le virus et ne pas être malade, leur expliquer qu'il y a quand même des possibilités d'avoir certaines pathologies si on ne prend pas en charge, et surtout d'essayer, c'était ça qui était compliqué, de les sensibiliser à cette notion quand même de aussi éviter la contamination. Donc c'est-à-dire que l'isolement n'était pas seulement une protection pour eux, mais aussi une protection pour les autres, ce qui n'est pas facile à comprendre. Pour forcément tout le monde, c'est déjà pas facile quand on est, j'ai envie de dire, déjà bien installé, bien ancré dans les repères de la société.
peut le voir, et donc vous imaginez que c'était compliqué pour eux, mais on essayait vraiment de leur expliquer la nécessité de l'isolement, et on essayait aussi de réfléchir en fonction des conditions de vie à la possibilité d'isoler sur place. Et là, je dois dire que les recommandations allaient également dans ce sens. Quand on reprenait les textes, toutes les recommandations, aussi bien de l'Académie de médecine que du Haut Conseil à la sécurité publique, allaient aussi dans le sens de dire qu'on pouvait tout à fait, si la situation le permettait, tendre à essayer de maintenir le plus possible les personnes dans leur lieu d'hébergement. On essayait aussi de leur expliquer qu'est-ce qu'était le centre d'hébergement, c'est-à-dire comment faire passer que cette injonction d'isolement, finalement, était aussi quelque chose qui pouvait être bénéfique pour eux. Et lorsque la décision était prise avec eux, on organisait le transfert dans le centre d'hébergement spécialisé, avec un échange, avec un accompagnement pour avoir l'adhésion des personnes. Au centre d'hébergement spécialisé, il y avait toute une prise en charge qui était faite par nous-mêmes, avec des infirmières qui passaient 2 fois par jour si nécessaire, le passage d'un médecin très régulier, des portages de repas et la mise en place d'un service de sécurité pour sécuriser les lieux d'hébergement. Je reviendrai un petit peu sur la façon dont il a fallu accompagner tous ces différents acteurs. Et donc, encore une fois, c'est assez subjectif, mais je pense qu'on a essayé de faire en sorte que cette prise en charge contrainte, finalement, devienne une prise en charge plutôt bienveillante, avec en plus après la préparation possible à la sortie, parce que vous l'avez signalé, on a eu une période où en effet on se retrouvait d'un seul coup avec des personnes qui vivaient pratiquement à la rue, qui aient bénéficié là, donc surtout qu'au début les mesures d'isolement étaient assez longues, elles étaient de 15 jours, donc d'une prise en charge assez bienveillante, avec des portages de repas, avec un lit, et il a fallu après travailler sur le fait de comment on pouvait vivre des sorties sèches de ces centres d'hébergement, c'est-à-dire dans ce cas-là de revenir dans la situation d'avant. Alors, je peux vous montrer, on peut peut-être juste, c'est moi qui passe. Alors, ça c'est juste, on avait fait un organigramme. Alors l'organigramme c'était simplement parce que vous imaginez que moi j'étais le seul médecin référent. Quand on a vu que ça allait se prolonger pendant des mois, je ne pouvais plus rester de permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque vous avez bien compris qu'on avait un accompagnement vraiment, dès qu'une personne était positive, qu'il fallait lui expliquer sa positivité, c'était on se déplaçait vers la personne pour essayer d'expliquer. Après, s'il y avait, on essayait de voir quelle était la situation. Après, l'accompagner s'il fallait la transférer. Donc, il y avait tout un système comme ça. Vous ne pouvez pas voir, mais j'ai mis en place cette fiche parce qu'assez rapidement, nos collègues, notamment de maladies infectieuses, et je les remercie, qui avaient une astreinte, ont accepté de, sur leur temps d'astreinte, pouvoir soulager un petit peu l'équipe mobile et assurer justement cette prise en charge. Donc, vous voyez, il y avait un premier temps, vous ne le voyez pas, mais en haut, on organisait les choses pour nos collègues en disant, voilà, il y a une personne qui est positive, on est alerté d'une positivité, on va au-devant de la personne, on voit avec elle, on lui explique, avec interprétariat. Donc, vous voyez, à chaque fois, à droite, c'était qui je contacte, donc évidemment les codes de téléphone ou les numéros d'Aptira. Ensuite, c'était je vais sur place, j'essaie de voir quelle est la situation, est-ce que la personne peut être maintenue dans son lieu d'hébergement, sinon, je lui explique le centre d'hébergement, et quand j'ai son adhésion, j'organise après le transfert au centre d'hébergement. Donc il y a des choses très pratiques qui fait que je transfère au centre d'hébergement, c'est l'ambulance. Selon que j'ai des droits ouverts, pas de droits ouverts, on a des systèmes de financement et de déclenchement d'assurance différentes. Ensuite, une fois que je suis au centre d'hébergement, j'alerte la structure qui prend en charge. Donc très rapidement, on a travaillé avec Nabila Carmès de l'Abri de la Providence qui gérait le centre d'hébergement. Alors c'était aussi alerté pour après, derrière, organiser le repas, prévenir la sécurité. Donc vous voyez, toute cette organisation pour faire en sorte qu'on soit le plus près de la personne. Alors, bien sûr, parfois, il y a eu des réticences. Vous doutez bien qu'il y avait des réticences, notamment lorsqu'on voyait que la mesure d'isolement n'était pas du tout possible, par exemple au niveau sur place, pour différentes raisons. On essayait de chercher pourquoi du refus. Alors là, on a été aussi confronté à notre propre organisation. La première problématique, c'est que, on l'a dit, c'est quand même une population qui est plutôt jeune, avec des pathologies somatiques, mais pas tant que ça, et donc du coup qui était évidemment pas symptomatique. Donc ça, c'est la première problématique, expliquer qu'on peut être porteur du virus et qu'on n'est pas malade. Ça, c'était vrai pour toute la population, et c'était vrai pour eux. Ensuite, le problème du départ en ambulance. On a eu à un moment une expérience,
on s'est aperçu que c'était notamment dans la structure d'Adoma, hein, on a eu beaucoup de personnes qui ont été contaminées et qui étaient positives en même temps, et on a organisé des départs de 2 ambulances, qui étaient des camions-ambulances. Et en fait, ça a été vécu un peu de manière, voilà, on s'est stigmatisé, on rend plusieurs personnes dans l'ambulance et on part en camion à la vue de tous. Donc vous voyez, ça c'est des choses évidemment qu'on a corrigées après. Le problème de la crainte de l'alimentation qui sera donnée sur place, puisque c'est vrai que ça c'était aussi un problème qu'il a fallu résoudre. On s'est aperçu par exemple qu'ils discutaient entre eux, ils se disaient quand on est là-bas, eh ben, on nous pose les plateaux devant la porte. Parce que c'est vrai qu'on avait des personnes de la Croix-Rouge qui justement assuraient ces portages de repas et qui ne savaient pas très bien comment se débrouiller, qui posaient les plateaux par terre devant les logements. Bon, tout ça, on a pu le résoudre après. Il y a eu parfois des refus de soins, hein, de certaines personnes à la rue habituées à aller et venir. Et là, c'est pareil, on n'a jamais contraint des personnes, on les a accompagnées dans le refus en essayant de voir comment, dans la situation où ils sont, ils peuvent être le plus possible sur une mise à l'abri. Intérêt également de la formation du personnel, je vous en ai parlé, pour leur expliquer la maladie, l'intérêt des dépistages, les modes de transmission, pour qu'ils aient aussi un rôle de médiateur, qui puissent être des relais. C'est évidemment important parce que s'il y a un doute sur le bien fondé de ce qui est fait par les accompagnants, c'est très perturbant pour les personnes elles-mêmes. Intérêt de la formation des équipes non de soins qui intervenaient sur le CHS. Par exemple, le service de sécurité, à un moment, on avait l'impression que qui dit sécurité dit c'est empêcher les personnes de sortir. Mais c'est de leur faire comprendre que c'était pas ça le but. Le but, c'était de sécuriser le centre d'hébergement pour justement protéger les personnes à l'intérieur. C'était pas leur rôle, n'était pas d'empêcher de sortir et qu'il fallait pas qu'ils soient dans cette mentalité-là. Ensuite, organiser les dépistages sur place pour faciliter l'accès au dépistage, ça a été un réel problème. Lorsqu'il a commencé à avoir des contaminations et qu'il fallait donc dépister après les structures et le premier étage, le deuxième étage, on s'est posé la question et là c'est vrai qu'on a décidé d'aller vers pour organiser des dépistages sur place. Alors c'est vrai que ça a demandé pas mal de temps, c'est-à-dire qu'on est auparavant pour informer les personnes, donc dans les structures on faisait une publicité en disant il va y avoir des séances d'information sur le pourquoi du dépistage, la maladie. On essayait de faire le plus possible ces informations en présence d'interprètes. Et donc, on a utilisé les outils qui ont été édités aussi par le ministère. On a organisé des moments d'échange d'informations. On a fait ces échanges un petit peu partout, y compris à l'Alpe de Nuit, au PASS, avec des traducteurs. Et c'est vrai qu'on a pu comme ça amener les personnes à pouvoir accepter après les dépistages. Alors, on faisait toutes les séances d'information avant et après on organisait des dépistages à certains moments, donc avec des structures. Alors j'ai assez peu de photos parce que mon téléphone a été cassé cet été en juillet, j'ai perdu pas mal de photos, donc j'en ai assez peu. Donc vous voyez, à chaque fois il y avait des entretiens, on discutait avec les personnes, avec des traducteurs si nécessaire. Et alors là, c'est des photos qu'on donnait à Doma. Alors c'est vrai qu'on en a discuté avec Valérie. Lorsqu'on a organisé ces dépistages, si vous voulez, sur place, ça pouvait être assez impressionnant parce que c'est vrai qu'on est avec des tentes qu'on a aménagées. Les personnes, vous voyez, donc là, on en a discuté avec Valérie. Hein, on a à un moment eu recours à des infirmières qui sont venues nous donner un petit coup de main, qui n'avaient pas tout suivi le cheminement et qui ont vécu assez douloureusement le fait de voir ces personnes-là qui attendaient leur tour pour être dépistées. Alors je ne sais pas, il faudra qu'on ait un retour des structures. Hein. Nous, on n'a pas vécu ça comme une injonction, d'abord parce qu'on n'a pas été chercher les personnes dans leur logement, c'est-à-dire qu'on organisait un dépistage à un jour donné, et les personnes se présentaient ou ne se présentaient pas. Alors bien sûr, on était dans une atmosphère générale d'injonction, mais un exemple, nous, qui nous a fait dire, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il y a eu quand même une succession, en effet, de positivité tous les 8 jours, hein, c'est une structure d'Adoma, où on s'est retrouvés, on dépistait le premier étage, puis le deuxième, puis le troisième. Il y a un moment, ça n'arrivait plus à grand-chose. Ces tests qu'on imposait tous les 8 jours. Et c'est vrai qu'on a un peu pu discuter avec l'ARS en se disant, ça rime à rien. D'ailleurs, on le voyait, c'est que les personnes ne venaient plus se faire dépister. Et quand elles ne venaient plus se faire dépister, on n'allait pas les chercher dans leur logement. Et donc là, il y a eu toute une organisation d'essayer de confiner en fait l'ensemble de l'établissement, ce qui n'était pas simple. Parce que c'est vrai que qui dit confiner l'ensemble de la structure pour que les gens restent confinés chez eux, dit qu'il faut à côté, au niveau des travailleurs sociaux, il y a quand même aussi toute une préparation, tout un accompagnement, parce que ça demande quand même, d'abord il y avait l'inquiétude aussi des professionnels, et puis ça demande quand même un accompagnement assez important. Et juste pour dire que je pense que le système n'a pas été forcément
trop négatif. Fort de ce qu'on avait mis en place, l'ARS nous a demandé d'intervenir et d'aller au-devant des gens du voyage. Alors, qui dit gens du voyage dit qu'ils ne sont pas tous dans une précarité, mais il y a une grande partie des gens du voyage qui sont dans cette précarité. Et donc on a été au-devant des gens du voyage, et là aussi il a fallu adapter le discours et la prise en charge, faire un travail d'information presse et population, comprendre leurs inquiétudes, la représentation de la maladie qui était encore différente, avec quand même une inquiétude pour les plus anciens, qui était très prégnante chez les gens du voyage. On a travaillé de manière étroite avec les travailleurs sociaux, mais aussi avec les pasteurs. Alors, on a changé de structure, hein. Vous voyez, les gens du voyage, voilà, on a adapté nos conditions de prélèvement, mais on a aussi, à leur demande, organisé des prélèvements sur place. Et donc, je termine, c'est ça. Pour les vaccinations, donc nous avons assez tôt mené aussi une campagne d'information dans les différentes structures, donc dans les centres d'hébergement, au PASS, à la halte de nuit, à l'accueil de jour mère et enfants. On a essayé d'informer le plus possible. Et nous avons ensuite, lorsque ces populations sont entrées dans le cadre des populations éligibles, on a proposé des séances de vaccination au sein des lieux de vie, dans les lieux d'accueil de jour, à la halte de nuit, toujours avec interprétariat. Et c'est vrai que comme certaines structures, les patients nous connaissaient dans le cadre des dépistages, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une certaine relation de confiance. Alors, nous avons procédé par un système boule de neige, c'est-à-dire que parfois nous nous sommes déplacés dans des structures pour très peu de personnes, 5 personnes qui en effet étaient d'accord pour se faire vacciner. On n'a jamais contraint les autres personnes, mais à chaque déplacement, il y a certaines personnes qui profitaient de notre passage pour poser des questions, pour se renseigner, et on a fini comme ça par justement avoir, je pense, une adhésion assez importante, même chez les grands précaires, puisque au PASS, on organisait comme ça bien en avance des séances d'information, on prévoyait une journée de vaccination, et c'est vrai que globalement, on a eu un très fort pourcentage. Alors là, je me tourne vers l'équipe du PASS, mais je trouve qu'on avait, quand il y avait 14 personnes qui s'étaient inscrites pour la vaccination, on avait pratiquement 14 personnes qui se présentaient pour la vaccination. Et donc ça montre quand même qu'on était sur une adhésion. Alors, d'ailleurs, juste pour que je termine, d'ailleurs, on a étendu notre action vers un public qui ne faisait pas partie de notre patientèle habituelle. Hein. On nous a demandé d'intervenir dans les pensions de famille, les appartements thérapeutiques, les appartements de coordination thérapeutique, les foyers de jeunes travailleurs. Et c'est vrai que l'avantage, en effet, c'était de rester... alors, on a adapté nos systèmes de vaccination. Donc voilà, Élise, une des infirmières de l'équipe mobile, on s'est adapté aussi aux locaux dans lesquels on arrivait. Mais c'est vrai, je crois que ça a été quand même l'avantage d'une prise en charge adaptée, la possibilité de rester dans un environnement sécurisant, la connaissance de la situation. Et c'est sûr qu'on a pu avoir, je pense, des discours d'injonction de la part des autorités. Par exemple, c'est vrai que le courrier qui a circulé en août en disant qu'il faut que fin septembre, il y ait 100% de la population des centres d'hébergement qui soient vaccinés, bien sûr qu'on avait ce discours d'injonction, mais à côté, j'ai l'impression qu'on a été quand même le plus possible dans la recherche d'un consentement et d'une adhésion. Et je terminerai juste sur une question que je me suis posée. C'est vrai qu'il y a eu un moment, s'est posé la question là, des tests qui allaient devenir payants, et on nous a interpellés en disant, voilà, quand les personnes voudront se déplacer pour aller à l'OFPRA, est-ce qu'ils pourront venir à la base pour avoir un test gratuit? Est-ce que vous pourrez délivrer des ordonnances? Bon, je crois que maintenant c'est résolu, parce qu'avec la présentation de leur convocation, ils pourront avoir un test, mais on s'est posé la question inversement. On s'est dit, là, maintenant, on a proposé finalement une telle offre de vaccination que les personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner, c'est un choix de ne pas vouloir se faire vacciner. Et dans ce cas-là, moi, je me suis posé la question en disant, bon, on les accompagne vers aussi l'autonomie, et refuser la vaccination, c'est aussi accepter les conséquences de ce refus de vaccination. C'est donc payer des tests pour prendre le train, point d'interrogation. On a quand même une grande partie de la population qui s'est contraint à se faire vacciner pour justement pouvoir continuer à aller travailler, pouvoir continuer à gagner sa vie, pouvoir prendre un train pour aller à Pôle emploi. Donc là, vous voyez, on s'est vraiment posé la question. Et je termine pour dire que globalement, là, c'est un exemple d'un monsieur qui s'était rendu à un centre de vaccination, il s'était perdu, c'était très compliqué, il avait une pathologie assez importante, il était assez âgé, un monsieur géorgien. Et donc, la structure nous a appelés, les travailleurs sociaux nous ont appelés, savoir si est-ce qu'on ne pouvait pas se déplacer au domicile de ce patient. Donc, on a appelé, on est tombé sur son petit-fils en disant que oui, on pourrait se déplacer, mais que, voilà, on s'excusait, mais on allait quand même rester pendant 20 minutes après le vaccin dans le logement, puisqu'il fallait qu'on assure la surveillance. Et quand on est arrivé faire cette vaccination, on a été très très bien accueillis par l'ensemble de la famille. Et la fille nous avait préparé une petite pause avec des gâteaux géorgiens.
Donc pour vous dire que ça a été aussi l'occasion de bons moments de rencontre. Et donc évidemment, moi j'ai l'impression qu'on a plutôt eu quelque chose d'assez positif dans cette prise en charge.